Alors dans cette vidéo, j'interviens pour un problème de température trop haute sur un meuble bac plus porte. Donc un meuble mixte, un meuble surgelé. Donc comme on peut le voir sur la photo, donc là où il y a la flèche, on peut voir que le meuble fonctionnait correctement. Après il y a eu un digivrage et on voit que les températures ne descendent pas en dessous de moins 12 degrés, malgré qu'il y ait eu en plus 3 digivrages de plus. Et on voit qu'à chaque fois la température augmente. Donc on peut penser lorsque l'on voit ça que soit on a une prise en glace ou alors des tendeurs bloqués. On peut aussi rajouter, bon sur le négatif c'est plus rare, c'est-à-dire que là où il y aurait la sonde de reprise et de soufflage, qu'il y ait un ventilateur qui est lâché. Rappel important, obligation réglementaire, code de l'environnement. Pour intervenir sur un circuit frigorifique, il faut que l'entreprise soit titulaire de l'attestation de capacité et que l'intervenant soit titulaire de l'attestation à la manipulation des fluides frigorigènes. Le port des équipements de protection individuelle est nécessaire pour intervenir sur le circuit électrique et frigorifique. Alors sur cette photo, on peut voir qu'il y a deux bacs qui sont en commun, hein. Donc en bas c'est le bac et en haut c'est les portes. Donc celui-là qui a un problème de température haute, c'est celui-là de droite, et celui-là de gauche n'a pas trop de problème. Donc comme je vais couper donc celui-là de droite, donc le bac du bas là, et comme l'autre fonctionne et qu'il y a la marchandise, je suis obligé de mettre une cloison entre les deux bacs. Je dois intervenir à l'intérieur du bac du bas pour le digivrer, donc je vais faire un digivrage à l'eau. Et donc là je mets un carton, donc ça c'est des cartons que l'on se procure au rayon des boissons. C'est les cartons qu'il y a entre les bouteilles d'eau et les packs d'eau. Donc j'ai mis une cloison là pour éviter que le froid vienne sur l'autre bac là. Par contre sur le surjet port du haut je ne mets rien. Donc la marchandise est toujours présente à l'intérieur car le but c'est de digivrer l'évaporateur du bas. Sachant que c'est l'évaporateur du bas donc qui fait le froid donc pour le bac surgelé et pour les portes surgelé en haut. Il y a des ventilateurs qui amènent de l'air froid donc par le biais de gaines sur le surgelé porte du haut. Donc là je rajoute que lorsqu'on a deux bacs communs comme ça, on voit qu'il n'y a pas de cloison entre les deux bacs. Lorsqu'un digivrage est lancé, en principe les deux bacs doivent se lancer en digivrage. Donc lorsque j'arrête un des deux bacs, les deux bacs doivent s'arrêter. Donc là je mets une cloison pour garder au maximum le froid sur le bac du haut et surtout pour éviter que le froid donc vienne vers l'évaporateur que je suis en train de digivrer, parce que sinon ça va augmenter mon temps de digivrage à l'eau très fortement, en plus surtout si on digivre à l'eau froide. Et puis aussi si je ne mets pas cette cloison là, la température sur l'autre bac va très vite monter. Donc là tu vois, là je suis dans le bac là, donc c'est un bac mixte, un bac plus porte. Donc moi tu vois je connais pas trop ces bacs là. Donc on peut voir que là le ventilo là, ce ventilo là a l'air de souffler en haut. Donc non, ce ventilateur là souffle en bas, il sert à ventiler, à envoyer l'air froid dans le bac. Les ventilateurs qui servent à souffler, à envoyer l'air en haut, c'est-à-dire au niveau des portes, c'est les ventilateurs qui sont carénés et donc on ne les voit pas. Mais ce qu'on voit pas là, c'est les ventilos qu'il y a ici là. Comme je vais montrer dans la vidéo là. Donc là je vais enlever ces vis là, on voit qu'il manque une vis là-bas. Donc je pense que ça a déjà été démonté. Et là je vais démonter cette réglette là, pour essayer de voir... Parce que là on a ça aussi là. Mais ça a l'air d'être long tu vois. Je connais pas trop ce truc là. Donc je vais démonter cette réglette là, elle a l'air d'être plus simple à démonter. Parce que ça là... Quoique je vais d'abord enlever ces trois vis là. Et je vais voir ce que ça donne. Donc ici j'ai enlevé la réglette, on voit qu'il y a un ventilo. On voit qu'il y a une résistance dégivrage autour là. Mais bon, là tu vois, ce qui est pourri avec ce type de bac là, est vraiment pourri, c'est que on voit pas là le côté là. De côté... on voit de ce côté là la reprise, mais on voit pas au niveau du soufflage s'il y a de la glace ou pas. Donc après ça pour le soulever c'est la misère absolue. Parce que tu vois cette tôle là, elle est prise entre là et là, donc tu peux pas la soulever. Alors tu peux la démonter hein, mais quoique on dirait que c'est pris là. Bon ces meubles là moi je suis pas spécialiste, c'est une vraie merde quoi. C'est pareil là, le gars qui doit changer le ventilo là il doit s'amuser quoi. Donc après ici on peut démonter là, on peut démonter là aussi. Voilà, donc là je vais enlever les deux autres là-bas là. Et je vais remettre le poste froid en marche pour voir si ces ventilos tournent. Puis voilà. Parce
que là j'ai eu des prises en glace, les températures sont pas très élevées. Donc ici, là-bas j'ai enlevé la glace, mais la prise en glace elle était pas massive. Donc peut-être qu'un des ventilos ne tourne pas, donc ça il faut que je le contrôle. Par contre je ne savais pas qu'à l'intérieur il y avait des résistances dégivrage. Donc là, je vais faire un petit point là. Donc moi, je suis débutant sur ce type de meuble là et je suis en auto-formation. Donc là, ces meubles-là, ce type de meubles-là, ça s'appellerait des meubles requins. Donc ces meubles-là, suivant ce qu'il faut y faire, c'est des meubles, on va dire, de merde au niveau de l'accessibilité des ventilateurs donc qui sont carénés et surtout au niveau de la sortie de l'évaporateur. Parce que il y a une règle de base en prise en glace, en tout cas on l'apprend très très vite. Lorsqu'on a de la glace sur la reprise, eh bien on peut être sûr à 100% pratiquement que au soufflage il y a aussi de la glace. Donc souvent on fait la reprise, donc l'évaporateur super il est nickel à l'eau, donc il n'y a plus de glace, mais de l'autre côté c'est blindé de glace. Donc il faut toujours contrôler au soufflage s'il y a de la glace ou pas. Et donc là, sur cet évaporateur là, donc c'est pour ça que je dis qu'il est pourri, c'est qu'il faut tout désosser pour y accéder. Donc c'est vrai que c'est ce type de bac, c'est la punition quoi, lorsqu'on intervient dessus en foire commerciale, et surtout l'après-midi ou en fin d'après-midi, parce que ça prend énormément de temps. Donc là, moi ce que je fais, c'est que je mets mon tuyau d'eau là, et puis j'arrose, et je le bloque comme ça là, et j'attends. C'est-à-dire que je reste 5 minutes sur cette zone-là, et après je bouge un petit peu, etc. Donc je balance un maximum de flotte. J'ai un collègue qui s'était acheté justement pour ce type de bac et pour les endroits complètement inaccessibles, une caméra endoscopique là à 50 €, donc je sais pas ce que ça vaut, parce que là on est vraiment en face d'un gros problème, c'est-à-dire que d'un côté je me dis, si je balance pas assez d'eau, il va rester de la glace en sortie d'évaporateur, et lorsque je vais remettre en foire, les températures vont pas être top. Donc après, si le client charge et que la prise en glace n'est pas partie, il va falloir peut-être revider quelques jours après, donc là ça craint. De plus, ces bacs-là, pour changer les résistances de dégivrage au niveau du soufflage, c'est la misère, d'après ce que j'ai pu comprendre. Donc bon, ces bacs-là, c'est la merde. Donc là, j'insiste avec l'eau, là, j'insiste, mais je vois pas ce que je fais. On le voit aussi quand on fait des prises en glace, hein, si on n'arrose pas la glace bien en face, c'est-à-dire si on n'envoie pas l'eau sur la glace, ça fond pas. Parce que bon, quand on a 1 ou 2 cm d'épaisseur de glace, voire plus, la glace, c'est vraiment très résistant, hein, ça met du temps à fondre, hein, et encore plus à l'eau froide. Hein. Donc cette plaque là, je l'ai soulevée, j'ai mis mon jet d'eau dessous, je l'ai reposé, mais cette plaque là, quand on la soulève, elle est dure quoi, hein. Vraiment pour pouvoir voir l'état en sortie évaporateur, donc au soufflage, il faut donc soit tout démonter ou alors avoir une caméra endoscopique. Bon, moi j'ai jamais essayé la caméra endoscopique, mais c'est vrai que là, dans ces cas-là, ça peut être vraiment très utile. Après, si ça avait été le matin, genre une intervention à 9 h du matin, bon, je me serais lancé dans le désossage de tous ces caches, tous ces plaques là. Par contre, en fin d'après-midi, vers 15 h, 16 h, non quoi. Sinon, ça fait rentrer chez soi, je sais pas, vers 21 h, 22 h, donc c'est pas super intéressant. Et en plus, donc voilà, donc on l'a jamais fait, bon, c'est tendu quoi. En plus, sur ce type de meuble, il n'y a pas de mode d'emploi, il n'y a pas de procédure, il n'y a rien du tout. En gros, c'est des merdes quoi. Donc là, maintenant, je vois tous les ventilos là. Donc là, je vais remettre le poste en froid. Donc ici là, je vais pas montrer, mais on a une petite plaque là pour voir si ça souffle ou pas. Là j'ai remis le poste en froid, là on entend bien le détendeur, en tout cas le fluide qui passe dans le détendeur. Les ventilateurs ne tournent pas. Donc je pense qu'il tourne pas à cause de lui là. Je suis pas sûr à quoi servent ces deux cliquesons là. Parce qu'il y a un cliqueson qui peut servir aux fins de dégivrage, mais il y a aussi un cliqueson qui peut servir si les résistances chauffent trop, ce que j'ai pu comprendre, mais là je suis pas sûr. Donc là on peut voir que la flèche pointe sur le cliqueson. Donc il y a un cliqueson avec 2 fils blancs qui sortent donc du cliqueson, et juste en dessous on ne le voit pas. Bon, par contre on voit ces 2 conducteurs marrons, il y a un autre cliqueson. Donc souvent ce type d'évaporateur là on les voit comme ça avec une sorte de lamelle métallique là en inox là, je pense que c'est de l'inox, ou de l'acier galvanisé probablement. Et il y a un cliqueson en haut et un cliqueson en bas. Donc un cliqueson, c'est juste un contact sec qui bascule à une certaine température. Donc le contact sec, c'est un contact électrique. Alors je sais pas si c'est un NO ou un NC, ça dépend de sa fonction. Sur ces cliquesons, il y a écrit un code avec plusieurs chiffres. Par contre, il n'y a pas indiqué la température à laquelle le cliqueson bascule. Sur ce type de meuble, le coffret électrique, un des coffrets électriques se trouve sous le bac. Il faut enlever la plinthe en bas du meuble.
Donc on accède au coffret électrique et lorsqu'on ouvre le coffret électrique, on peut voir ce type de schéma là. Et donc les cliquetsons, on va les trouver en F14, le Safety Thermostat, et le F17, le Delay Thermostat. Et il y a aussi en N3, le Defrost Thermostat. Donc le Delay Thermostat, le F17, on peut voir qu'il est là où il y a la flèche. Donc c'est un contact normalement fermé au repos, un NC. Et le F14, donc il est là où il y a la flèche. C'est le Safety Thermostat, donc le thermostat de sécurité qui est aussi normalement fermé au repos. Et le N3 Defrost Thermostat se situe là où il y a la flèche. Donc le thermostat de sécurité doit s'ouvrir si la température à l'intérieur du bac devient trop élevée. Donc par exemple, il suffit que le contacteur des résistances électriques reste bloqué. Donc les résistances de digivrage et la température du bac va monter. Donc moi j'ai déjà vu des bacs à l'intérieur du bac à plus de 50 degrés. Donc c'était des bacs fermés parce que le contacteur était bloqué passant. Et bien sûr le froid était arrêté parce qu'il y avait un problème sur la batterie. Et donc bien sûr le bac était vide de sa marchandise. Par contre les résistances de digivrage marchaient en permanence. J'ai même vu des résistances de digivrage, en tout cas je les ai vues à la supervision, marcher comme ça plusieurs jours. Donc c'est quand même assez résistant les résistances de digivrage. Donc le thermostat de sécurité sert à couper les résistances de digivrage. Dans le bac qui était monté à 50 degrés, il ne devait sûrement pas y avoir de cliqueson de sécurité. Donc là je l'appelle thermostat de sécurité, mais c'est plutôt le cliqueson de sécurité. Quelle température il coupe, j'en ai aucune idée. Peut-être qu'il coupe à 20 degrés, peut-être qu'il coupe à 30 degrés, je sais pas. Car comme j'ai déjà dit, sur les cliquetsons, il n'y a pas indiqué de valeur de température. Et comme on le voit là sur ce schéma allemand là, il n'y a pas de température indiquée sur ces cliquetsons. En tout cas sur le schéma. Alors lorsque je dis cliqueson de fin de digivrage, bon c'est une erreur, c'est un thermostat de fin de digivrage. Parce que comme on peut le voir dans la vidéo froid 286, on voit qu'il y a un thermostat de fin de digivrage de sécurité au cas où la régulation ne fonctionnerait plus ou mal. Parce que un cliqueson n'a pas de bulbe. Après on a le delay thermostat. Donc c'est le thermostat qui sert à faire le retard ventilation après la remise en marche du froid. Donc comme on a pu le voir dans la photo des deux cliquetsons, je pense que un des deux cliquetsons sert au retard ventilation, donc le thermostat, donc ce qu'ils appellent le delay thermostat, et que l'autre cliqueson c'est le safety thermostat, donc le cliqueson de sécurité. C'est-à-dire que lorsque le froid va repartir, les ventilateurs resteront coupés même si la supervision demande le démarrage des ventilateurs. Donc on peut faire la fonction de retard ventilation après la reprise du froid. Mais sur ces meubles-là, en froid commercial, il y a un cliqueson pour ça. Donc la supervision peut le faire, mais le meuble a une fonction intégrée là par le biais du cliqueson. Donc l'électrovanne s'ouvre, l'évaporateur fait du froid, et en dessous d'une certaine température, je crois que c'est à partir de moins 5 degrés, les ventilateurs se mettent en marche. Donc c'est pour ça que des fois, après un entretien, surtout au début, on est inquiet parce que la machine marche depuis plusieurs minutes et les ventilateurs restent toujours à l'arrêt. Donc là, on peut voir ce qui est intéressant, là, c'est la terminologie utilisée, là. Par exemple, au niveau, donc ça, on peut l'avoir en dépannage à chercher la sonde de reprise et la sonde de soufflage. Donc ici, ça serait en R2, R4. Donc en anglais, ils appellent ça Air Off Probe et Air On Probe. Donc il y en a une des deux, c'est la sonde de soufflage et l'autre, c'est la sonde de reprise. Donc après, laquelle est la reprise ou la soufflage, je m'en souviens plus. Parce que si vous marquez sur Google Translate ces termes-là, bon, il comprend pas quoi. Alors d'après mes recherches, alors je l'avais déduit par rapport à la traduction de l'allemand sur Google. Donc Air Off Probe, ça correspondrait à la sonde de soufflage. Et Air On Probe, ça correspondrait à la sonde de reprise. Mais ça, je suis pas sûr à 100%. Donc après avoir vu le schéma électrique, là, on peut voir donc sous le meuble comment c'est fait. Donc il y a un circuit imprimé, et sur ce circuit imprimé, il y a des prises branchées dessus. Voilà. Là, on peut voir que tous les ventilateurs tournent. Donc ce que je viens de... Donc là, je vais arrêter le poste, parce que là-dedans, il caille, là, dans le bac surgelé, là. Donc j'arrête le froid parce que maintenant je peux voir que les ventilateurs que je ne voyais pas tournent, donc ça marche bien. Je ne peux pas voir au soufflage l'état de l'évaporateur, on va voir s'il reste de la glace ou pas. Donc là je vais remettre là le cache, ce qui permet de canaliser le flux d'air. Donc après tout ça, je remets ce poste là en marche, et à un moment donné, donc je me rends compte après un certain temps, donc le poste descend bien, mais celui d'à côté où j'avais laissé les produits là a du mal à descendre.
il a beaucoup de mal à descendre. Alors je me dis que c'est peut-être parce que sur les portes en haut là, je n'avais pas isolé les deux postes avec un carton. Je l'avais fait que dans le bac du bas. Donc on peut voir que sur la sonde S1, donc je souffle à moins 26 degrés. Et que sur la sonde S2 à la reprise, je suis qu'à moins 11 degrés. Donc par rapport à l'autre qui fonctionne, l'écart est beaucoup trop important. Donc en plus, j'ai quand même un doute d'avoir laissé un petit peu de glace là sur le soufflage évaporateur, car comme je l'ai dit, on peut pas y accéder. Et comme l'autre bac déconne, donc là je prends la décision de faire vider l'autre bac. Oh, ben là, moi je vois que comme j'ai un souci là de température, ça rame là. Et que là-bas, c'est pas non plus super. Donc là, j'ai coupé les deux meubles. Je les ai fait vider. J'ai fait vider aussi l'eau et là j'ai mis ça là pour que la porte reste ouverte parce que là ça va digérer toute la nuit naturellement et demain matin à 7h faut que je sois là pour remettre les postes en marche. Donc là il est 18h, le temps que je fasse la paperasse et tout, que je recharge mon matos, je suis pas parti avant 18h30, je suis arrivé chez moi et je vais arriver chez moi vers 18h15, 19h15, 19h30 pour être sur le site, parce que j'ai pratiquement 45 minutes de route pour rentrer là. Donc c'est là où on voit le problème de ce métier là, c'est que vraiment il faut au niveau des horaires, il faut être un peu comme un entrepreneur, c'est-à-dire que on finit souvent des horaires de merde le soir quoi. C'est vrai que c'est chiant quoi. Toujours finir des horaires tard là. Voilà. Et en plus là, le client il est pas, comme il lui reste plus que sa tête de gondole, donc il m'a demandé moi je l'ai fait là, de remettre en marche son complot G négatif là. Voilà. Donc c'est de la merde ces meubles requins, je crois qu'on appelle ça comme ça là. Parce que pour accéder derrière, vous voyez là on voit pas l'arrière de l'évapo. Donc on peut y accéder mais il faut tout désosser là. Et c'est vrai que travailler dans le bac, c'est chiant parce que il faut avoir le dos courbé, ça donne mal au dos, c'est une vraie merde. Donc le mieux c'est le digivrage naturel. C'est ce que je suis en train de faire. Alors que les meubles négatifs portes sont mieux parce que là il suffit de soulever ce plaque là sur toute la longueur et c'est facile à digérer, c'est accessible. Alors là tu vois ce que tu peux voir sur la photo, donc c'est un meuble surgelé porte, donc rien à voir avec le bac plus porte, le mix là, ce qu'on appelle un meuble requin, hein, si je dis pas de conneries. Donc ces meubles là, les portes là sont vachement plus faciles au niveau intervention parce que lorsque tu vides les produits du bas plus la première étagère, donc tu peux enlever tes plaques et quand tu enlèves tes plaques, tu as accès à l'évaporateur, mais entièrement, c'est-à-dire que tu as accès à la reprise et tu as accès au soufflage. Ce qui fait que quand tu as une prise en glace et que tu la traites, eh bien s'il y a de la glace au soufflage, eh bien tu la vois bien cette glace là, donc tu peux bien pointer ton jet d'eau dessus. Ce qui fait que quand tu as fini de traiter la prise en glace, tu vois que physiquement il n'y a plus de glace. Alors que sur les merdes d'avant là, tu sais pas. Tu sais pas parce qu'il faut tout désosser, donc il faut tout vider. Alors que là, on a juste besoin de vider les deux premières étagères. Donc là, ces meubles-là, lorsqu'on est débutant, c'est vachement plus, on va dire, agréable. Alors que les autres, les requins qu'on connaît pas, c'est la misère absolue, quoi. Donc les deux postes se sont arrêtés, tout a été vidé. Alors je rappelle que là, j'ai tout vidé, donc même les portes du haut, parce que l'évaporateur est commun. Le froid vient de l'évaporateur du bas, car on peut voir des meubles mixtes bac plus porte, comme celui-là, sauf que il y a un évaporateur pour le bac, mais il y a aussi un évaporateur pour les portes. Donc là, type de meuble là, on a accès entièrement à l'évaporateur lorsqu'on enlève les plaques. Là, c'est vraiment ce bac plus porte est vraiment spécifique parce que l'évaporateur est commun pour donc le bas et le haut. C'est pour ça qu'il y a tous ces carénages à la con là. Et donc on ne voit pas la sortie de l'évaporateur, le soufflage. Les alarmes du meuble ont été inhibées pour éviter que ça sonne le soir à la température trop haute et que l'astreinte soit appelée. Et donc pour que les portes du haut restent ouvertes, j'ai pris les grilles, donc la première grille comme on peut le voir là sur la photo là, qui sert à supporter la marchandise. Je l'ai enlevée et je l'ai mis de travers, ce qui fait que lorsqu'on la met en bas, la porte ne peut plus se fermer et donc elle reste ouverte en permanence. Donc comme ça, l'air chaud du magasin peut rentrer dans le bac au niveau des portes, ce qui fait qu'il y a un digivrage naturel qui se produit, donc même s'il reste de la glace derrière, elle va fondre. Et après, donc le lendemain matin, je suis revenu, j'ai remis le poste en froid.
Dès que j'ai pu constater que les ventilateurs sont mis en marche, j'ai lancé un digivrage manuel, un digivrage forcé pour voir si les résistance de digivrage, eh bien, pour voir si elle fonctionne correctement. Et après, donc j'ai remis en froid et j'ai attendu que la température descende en dessous de -12 pour dire au client qu'il pouvait commencer à recharger le meuble. Bien sûr, avant de partir, j'ai remis en fonctionnement les alarmes, c'est-à-dire que j'ai enlevé l'inhibition des alarmes température trop haute de ce meuble-là, de ces meubles-là. Donc voilà pour ce bac et ce petit retour d'expérience. Donc si tu connais bien ces bacs-là, et si tu veux apporter des compléments d'information, eh bien n'hésite pas à les laisser dans les commentaires sous la vidéo. Alors si tu connais les valeurs de cliqueson, donc le cliqueson de sécurité, le cliqueson la retard ventilation pour ce type de meuble, eh bien tu peux laisser dans les commentaires car c'est des valeurs que je n'ai pas réussi à me procurer. Donc si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas à la liker et à la partager et à bientôt pour une prochaine vidéo.